Alors, cet accord sur le nucléaire iranien, évidemment, continue de faire parler, et beaucoup d'ailleurs, que ce soit en Iran, aux États-Unis ou ici en Israël. Les Iraniens qui l'interprètent d'une façon sensiblement différente d'ailleurs des Américains, on vous l'a déjà évoqué. Barack Obama est revenu la nuit dernière dans une interview sur une radio à la manière dont il concevait cet accord. Il estime qu'il assure au moins 15 ans de tranquillité ou d'assurance que l'Iran ne se dotera pas de l'arme nucléaire. Il ne dit pas ce qui va se passer après. Et puis surtout, il explique qu'il n'est pas question de céder à la demande israélienne de voir l'Iran reconnaître officiellement l'État d'Israël dans cet accord. Ce serait une clause donc, qui serait ajoutée comme le demandent les Israéliens. Barack Obama a dit que ce serait une erreur fondamentale de vouloir joindre ces deux questions car cela ferait tout simplement capoter l'ensemble de l'accord sur le nucléaire iranien. On va évoquer cette question. Je reçois tout d'abord Colette Avital. Bonsoir, ancienne consul d'Israël à New York. Est-ce que vous êtes du point de vue de Barack Obama ou plutôt d'accord avec le point de vue israélien qui exige de voir cette condition ajoutée à l'accord sur le nucléaire? Écoutez, j'aimerais être du côté israélien parce que finalement, je suis israélienne et j'aimerais que l'État d'Israël soit reconnu par le monde entier. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'État d'Israël a été reconnu en due et bonne forme par les Nations Unies en 1947. C'est son acte de naissance, c'est sa légitimité internationale. Et donc, je crois que nous n'avons vraiment pas besoin de demander à chaque État séparément de reconnaître ou pas l'État d'Israël. Et une deuxième chose que je dois dire à ce sujet, c'est que tant qu'il y a dans des États arabes des régimes, des gouvernements basés sur l'islam et sur la charia, l'islam ne va pas reconnaître le droit d'Israël d'exister. Vous avez des États, s'ils sont un peu plus démocratiques, un peu plus laïques, disons, prenez l'Égypte par exemple, ou la Jordanie, où c'est un royaume, mais ce n'est pas un État religieux. Là, la chose est possible, mais pour les États pratiquement religieux, je crois que ce n'est pas réel. Et donc, lier les deux questions, c'est vraiment faire capoter cet accord qui peut-être n'est pas le meilleur au monde, qui peut-être n'est pas aussi bon. Et il y a des choses lesquelles nous devrions demander à l'administration américaine de soulever ou d'essayer d'améliorer cet accord. Mais sur ce point-là, je crois qu'il n'y a aucune espérance, qu'il n'y a aucune possibilité que l'Iran, dans l'état actuel des choses, puisse reconnaître Israël. Et je vous rappelle que du temps du Shah, avant la révolution iranienne, il y avait des relations diplomatiques. Même si pas tellement ouverte entre Israël et l'Iran, c'était un autre type de régime. Donc à votre avis, ce que fait Netanyahou là, c'est une pression de nouveau sur les Américains, parce qu'il n'est pas satisfait de l'accord, mais il sait très bien qu'il n'y a aucune chance que cette clause puisse être ajoutée à l'accord. Je crois qu'il est parfaitement au courant de cela. C'est peut-être une demande pour faire passer les autres demandes, qui peut-être sont beaucoup plus raisonnables. Et je crois qu'il y a peut-être, si pas des espoirs, au moins des raisons de demander d'améliorer cet accord sur des points sur lesquels Israël aurait effectivement raison. Maintenant, il y a cet accord qui est un accord sur l'option nucléaire de l'Iran, qui n'arrête pas complètement l'option nucléaire iranienne, mais qui limite cette option, qui entrave le jeu iranien. 15 ans de tranquillité, semble dire la Maison-Blanche. C'est peut-être pas la tranquillité. Mais ceci n'éloigne pas les autres dangers que pose l'Iran sur toute cette région. L'Iran étant un État chiite contre les États sunnites de la région, étendant son influence sur Damas, sur Beyrouth, sur Sanaa maintenant, et étant en compétition avec d'autres États, par exemple maintenant le conflit est presque ouvert entre l'Iran et l'Arabie saoudite, je crois que ce qu'il faut essayer de faire, c'est de demander à l'administration américaine de ne pas se limiter à l'accord sur le nucléaire, sur le dossier nucléaire, mais d'adopter une stratégie
régionale, une nouvelle stratégie régionale qui limite l'influence de l'Iran dans ces autres pays. Alors justement, les Iraniens, eux, se félicitent dès aujourd'hui du fait qu'ils vont avoir les sanctions levées, pensent-ils, dès la signature de l'accord, c'est-à-dire peut-être dès juillet. Les Américains n'ont pas dit ça, ils ont dit ce sera en fonction du respect par l'Iran des obligations. Qui faut-il croire, à votre avis? Est-ce que la Maison-Blanche a pu céder là-dessus? Est-ce qu'il y aura une levée, à votre avis, immédiate dès la signature de l'accord de toutes les sanctions? Tout d'abord, le sénateur qui avait mis sur table la proposition de loi de renforcer les sanctions a remis le vote jusqu'au 30 juin et peut-être même plus tard que ça. Je ne crois pas. Je dois dire entre parenthèses qu'il y a différentes manières de voir cet accord. Il y a la version américaine, il y a la version iranienne, mais il y a aussi une version française qui est complètement différente des autres versions. Donc, je ne sais pas exactement où se trouve la vérité entre ces trois papiers. Mais je dirais que si l'administration américaine, ou plutôt le président des États-Unis dit on ne va pas lever immédiatement toutes les sanctions, mais peut-être en fonction de ce que nous voyons de l'autre côté, je crois que c'est une approche raisonnable et certainement le Congrès et le Sénat vont adopter cette position. Alors Barack Obama a aussi voulu rassurer dès jeudi dernier, dès la signature de l'accord Israël et Benjamin Netanyahou. Là aussi, est-ce qu'il est réaliste en disant que finalement jamais les Américains ne laisseront Israël être exposé au moindre danger de la part de l'Iran? Est-ce que là-dessus il y a une vision réaliste de ce que peut être la menace iranienne avec une arme nucléaire? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que les intentions sont bonnes. On ne sait jamais et je crois que l'État d'Israël, la politique de l'État d'Israël a été, depuis sa naissance, c'est qu'il ne faut se fier à personne sauf à notre pouvoir. Je ne veux pas voir des soldats américains venir et défendre l'État d'Israël, donc je crois qu'Israël doit se défendre lui-même. Mais je crois qu'aujourd'hui, sur l'échec, le jeu d'échecs iranien, Israël, dans ce dossier, a très peu d'influence ou presque pas du tout. Il compte le moins des autres partenaires. D'abord parce que ce n'est pas très réaliste. Je voudrais que cet accord soit meilleur. Je voudrais qu'il y ait 3000 centrifugeuses au lieu de 5000 et je voudrais que ce soit 20 ans au lieu de 10 ou de 15 ans. Mais je ne crois pas que ceci va être obtenu. Pour maintes raisons. D'abord parce que je crois que Netanyahou a joué tous ses atouts. Il a convaincu tous ceux qu'il pourrait convaincre. Et donc, je n'ai pas l'impression que ceci va changer. Mais je crois que ce qui est très important peut-être maintenant, c'est de renforcer ou de reprendre un dialogue diplomatique avec les États-Unis. Vous avez parlé du président Obama. C'est tout à fait vrai. Il essaye de rassurer Israël. Il a baissé le ton. Il a dit, il est vrai qu'il a été très offensé. C'est tout à fait vrai. C'est pas très souvent qu'un président américain parle de ça ouvertement. Mais il a tenu à dire non seulement qu'il renforce les mesures de sécurité de l'État d'Israël, il a déjà mis en œuvre cette coopération avec une équipe de stratégiques des États-Unis qui devrait rencontrer, qui a déjà l'ordre de rencontrer les équipes du nouveau gouvernement israélien. Alors, vous restez avec nous, Colette Avital. On va en parler dans un instant avec un autre invité du Likoud qui va nous rejoindre, Raphaël Hamzalag. Mais je voudrais qu'on revienne d'abord sur cette menace qui pesait aujourd'hui. On sait que l'Iran a monté une unité de cyberattaque pour viser, par exemple, l'économie et les sites de défense israéliens. Il y avait aujourd'hui une menace lancée, justement, par des groupes anonymes sur Israël concernant des sites Internet. Alors, apparemment, la menace n'a pas causé de gros dégâts. Quelques sites Internet ont été visés. Mais comment Israël se défend-il contre ce type de menace? C'est le reportage tout de suite de Maxime Pérez. I'll show you on the 7th of April, 2015, what's the electronic holocaust mean? Des centaines de sites internet et de cartes bancaires piratées, des milliers de comptes mail, PayPal et des mots de passe révélés au grand jour. Ce mardi 7 avril, le groupe Anonymous a mis ses menaces à exécution. Mais les dommages sont mineurs au regard de la cyber-holocauste promise à Israël et ses institutions. Aucun site stratégique n'a par exemple été endommagé. Aucun pays n'est totalement prémuni, mais ce que je peux vous dire, c'est que la situation d'Israël est bien meilleure à celle de beaucoup d'autres.
We are anonymous. Anonymous et ses vengeurs masqués en sont à leur troisième grande offensive 2.0 contre l'État hébreu. Et probablement pas la dernière. À chaque fois, les attaques qui visent des sites israéliens sont plus vicieuses et mieux préparées. Il faut comprendre que nous faisons face à une menace persistante, extrêmement sophistiquée. Certaines attaques cybernétiques posent un réel problème, car elles ne s'improvisent pas la veille pour le lendemain. Elles nécessitent parfois 6 mois de préparation. Des hackers infiltrent un réseau et petit à petit mènent des attaques. Voilà le vrai danger. Depuis une dizaine d'années, Israël investit des centaines de millions de shekels dans la protection de ses réseaux informatiques. Le pays s'est aussi doté d'un institut national de contrôle cybernétique qui centralise toutes les grandes institutions étatiques, pas uniquement dans le domaine de la sécurité. Une façon d'assurer une défense coordonnée face à une arme moderne de plus en plus accessible. Malheureusement, l'outil informatique est de moins en moins coûteux. Autrement dit, ce qui avant pouvait être réalisé par un gouvernement peut l'être aujourd'hui par une organisation machiavélique qui, disons, est solidement financée. Qu'importe d'ailleurs que les motifs soient commerciaux ou liés à des questions de sécurité. Mais une bande de hackers cherchant depuis chez eux à faire tomber des sites internet en y incrustant le drapeau de l'État islamique, ce sont des choses qui peuvent être évitées. We are anonymous. To the foolish Benjamin Netanyahu. Selon les premières indications fournies par les autorités, la plupart des hackers d'Anonymous ont opéré depuis des pays arabes voisins d'Israël et même de pays musulmans du continent asiatique. As we have every year. Voilà, donc menace qui a fait long feu, semble-t-il. J'accueille Raphaël Hamzelak, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du Likoud. Alors, c'est Netanyahou qui insiste pour que l'Iran reconnaisse Israël officiellement et que ce soit ajouté dans l'accord sur le nucléaire. Pour vous, est-ce que c'est aussi important? Est-ce que vous trouvez que Netanyahou a raison d'insister autant? C'est extrêmement important et Benjamin Netanyahou a une politique à ce niveau-là qui est constante. Il a demandé à Mahmoud Abbas à plusieurs reprises de reconnaître le droit aux Juifs à un État. Il a émis cette même requête vis-à-vis des Iraniens, parce que quel est le problème des Iraniens? Le problème n'est pas, en définitive, qu'il y ait des pays qui aient une puissance nucléaire. La France est une puissance nucléaire. Elle nous a reconnus depuis le vote le 29 novembre 1947. Le problème, c'est qu'un État qui dit systématiquement vouloir nous détruire ne nous reconnaisse pas le droit d'être. Et dans 15 ans, Obama l'a dit aujourd'hui, le temps entre la non-bombe et la bombe sera nul. C'est ça le problème. Un pays qui dit vouloir nous détruire, lui en donner les moyens, c'est de l'irresponsabilité. Et le point de base n'est pas une question de belligérance. Le point de base est une question idéologique. Les chiites, d'ailleurs comme les sunnites, mais en tout cas les chiites représentés ici par l'Iran, désirent l'hégémonie islamique et désirent ce faisant, la destruction de l'État d'Israël. Colette Avital, est-ce que ce serait une garantie ou pas que l'Iran dise finalement, ok, on va peut-être avoir l'arme nucléaire, mais on reconnaît officiellement Israël? Est-ce que ça apporterait une garantie à Israël ou pas? Je ne crois pas. Et je ne crois pas d'ailleurs que l'Iran va le faire. Je veux dire, peut-être Netanyahou a raison de demander, peut-être c'est une politique constante, mais malheureusement, dans le Moyen-Orient, là où nous sommes aujourd'hui, et même avec des pressions américaines, et même avec une pression des États P5+1 qui négocient, je ne vois pas l'Iran changer d'option tant que les moullas et toute cette secte religieuse est à la tête de ce pays. Je crois que c'est peut-être désirable, mais ce n'est pas obtenable, ce n'est pas réalisable. Parce qu'il y a quand même une lecture de ce qui se passe dans le monde que Benjamin Netanyahou essaie de mettre en avant. Comprenons bien, depuis le début de la présidence de Barack Obama, le Moyen-Orient, qui était, dans sa majorité composé d'États modérés, plus ou moins, est devenu un Moyen-Orient islamiste où on se fait la guerre partout, où la charia est appliquée dans un plus grand nombre d'endroits. D'ailleurs, comme en Iran, les homosexuels sont pendus, les femmes sont lapidées. Et Barack Obama, ça s'est passé sous sa présidence. Donc Benjamin Netanyahou apporte une autre lecture de la réalité, disant que cet islam fondamentaliste extrémiste veut effectivement se donner les moyens de contrôler le monde. Et c'est une menace qui n'est pas à prendre à la légère. Absolument. Et en aucun cas, il faut prendre Zarif. Ils vont reconnaître Israël, malheureusement. Justement, par ce que vous dites et par vos explications que j'accepte du point de vue islamique, désir de dominer, il y a absolument, ce n'est pas réaliste
maintenant de s'attendre à ce que l'Iran fasse suite aux pressions américaines et reconnaisse l'État d'Israël ou son droit d'exister. L'approche est diplomatique. À partir du moment où l'Iran refuse le droit d'Israël à exister, Benjamin Netanyahou prend le débat à sa source. La source étant le refus des États islamiques, en l'occurrence de l'Iran, de nous voir exister. Ça met les P5+1 qui prétendent qu'il s'agit d'un bon accord, ça les met devant la réalité. Existe-t-il un bon accord ? Existe-t-il un bon accord avec un État qui désire une deuxième Shoah ? C'est ça la question que Benjamin Netanyahou leur met en face des yeux. Non, mais personne ne dit que c'est le meilleur des accords du monde. Ce que les P5+1 disent, c'est que c'est le seul accord réalisable en ce moment, qu'il est meilleur que une menace nucléaire ou c'est le seul moyen d'arrêter maintenant la course à la bombe. Ils le disent mais ils ne le prouvent pas. Je suis obligé de vous arrêter. Merci Raphaël Hamdalag, merci Colette Avital. On reviendra évidemment sur ce dossier du nucléaire iranien. Ce n'est pas un dossier qui est refermé, loin s'en faut. Merci à vous deux.